Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci d'avoir bravé le Covid pour être avec nous. On est une petite jauge ce soir. Il faut le prendre comme un plaisir aussi de proximité. Du coup, on va pouvoir être un peu comme en famille pour discuter de sujets passionnants et c'est aussi une belle chose. La Bibliothèque publique d'information est contente et heureuse de vous accueillir. Du coup, dans le cadre du festival Prestart, qui est notre festival de jeux vidéo. Je déteste les discours quand je suis assis dans le public, donc mon discours s'arrêtera là parce que je pense que quand on a le micro, il n'y a pas de raison d'en faire plus long. Et merci beaucoup à Benjamin Nuel, merci beaucoup à la FCA, notre partenaire, d'être présent avec nous ce soir. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et je laisse Sabine dire un petit mot. Merci. Et puis, pour commencer, merci à Nathanel et donc à Séverine et puis à la BPI de nous proposer de renouveler ce partenariat entre donc le festival Start et l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation. En 2 mots, si je peux me permettre, pour expliquer ce que c'est. C'est une association nationale de promotion du cinéma d'animation, aussi bien auprès des publics qu'aussi auprès des professionnels qui ne sont pas dans la sphère de l'animation, donc dans le cinéma, l'audiovisuel. Ça peut être aussi le jeu vidéo, ça peut être la réalité virtuelle, enfin un ensemble de secteurs dédiés à l'image. Et ce qui était intéressant pour nous dans ce partenariat avec la BPI et le festival en particulier, c'est aussi de défendre le fait que l'animation, c'est quelque chose de poreux, qui se nourrit de différentes sphères, qui se nourrit de différents médias, de différents supports. Et en ça, je trouve que le travail de Benjamin est assez exemplaire, puisque voilà, on a de l'animation qui se travaille sous d'autres formes, sur des formes de monde virtuel, sur des formes de jeux vidéo, d'interactivité. C'était important pour nous de pouvoir aussi travailler sur cet aspect-là et pas uniquement sur l'œuvre de film d'animation. Donc, et merci donc déjà à Benjamin Nuel d'avoir répondu présent à cette invitation et surtout à Cécile Weckler. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc. Ça va aller. Bon, le mien aussi, il est compliqué. Cécile, voilà, qui sera votre guide sur cette séance avec Benjamin et d'avoir accepté de modérer cette rencontre qui, je l'espère, sera passionnante, mais ça, je n'ai aucun doute. Vous le découvrirez par vous-même. Merci encore et bonne soirée. Alors, je voulais juste dire un mot avant de lancer la projection. Alors, déjà, super merci pour m'avoir invité. C'est toujours sympa. En fait, c'est vrai que c'est toujours sympa de montrer son travail. Surtout que ça fait depuis 4 ans que je fais surtout de la réalité virtuelle. En gros, le dernier film que j'ai fait, c'était en 2016. Voilà. Donc, en VR, on n'a pas ce moment de projection. Et c'est souvent un chouette moment quoi, de montrer dans une salle de cinéma. Donc, j'explique un peu ce qu'on va voir ce soir. J'ai rien montré dans son ensemble parce que j'avais envie de parcourir le thème qui nous était proposé autour de mes films et de mes expériences jeux vidéo. Donc j'ai pris quelques morceaux, mais c'est pour ça qu'on va aussi en parler pour essayer de recréer du sens et du lien entre ces différentes pièces. Donc ça vaut le coup de dire 2-3 points techniques ou sur l'ensemble du projet. En gros, il y a une série. C'est pour ça qu'on va voir juste 3 épisodes de cette série. Le dernier épisode de la première saison et le premier épisode de la saison 2. Donc ça va spoiler à fond, mais de toute façon, on sait tous comment ça finit. Quoi. Ça s'appelle Hôtel et ça raconte la fin d'un monde, donc ça finit mal. Donc on verra ça et ensuite on fera une petite pause et la deuxième partie c'est de la capture d'écran en fait de mes 2 films en réalité virtuelle. Donc il faut vraiment se dire que c'est pas fait pour être projeté dans une salle, mais bon on en parlera un peu tout à l'heure. Donc on lance les 3 premiers épisodes d'Hôtel. Les 3 épisodes d'Hôtel. Ok, je vais prendre ce micro plutôt. Donc, je recommence. Là, c'était le premier et le dernier épisode de la première saison d'Hôtel et le premier épisode de la deuxième saison, qui s'appelle The Box, la saison 2. Et donc, le principe de cette série, c'était de reprendre de détourner un jeu populaire, un jeu vidéo populaire. Donc, vous avez peut-être reconnu, la première saison, c'était Counter-Strike, et la saison 2, c'est les Sims. Et les fondamentaux, c'était ça, c'est un jeu populaire, un hôtel et la fin du monde. Et dans 2 versions différentes.
le dernier truc important, c'était que ces personnages, qui sont des bots, enfin, qui sont des personnages de jeux vidéo, qui n'ont pas des archétypes quoi, qui sont un peu débiles, qui n'ont pas vraiment de personnalité, s'intéresser aux personnages, en fait, comment ils allaient vivre la transformation de leur univers, quoi. Ça développe des trucs en eux intéressants, enfin, dans chaque cas assez différent. On en parlera peut-être tout à l'heure. La deuxième partie, en fait, là, ce que je voulais vous montrer, je tenais à préciser vraiment, je le redis, ce que j'ai dit en début de séance, on va voir une capture d'écran, enfin, d'une expérience, de 2 expériences en réalité virtuelle. Donc il faut s'imaginer que c'est des choses qu'on fait dans un casque, dans lesquelles on peut se déplacer. C'est linéaire, c'est-à-dire que c'est pas interactif, mais c'est des films qui sont linéaires, il y a un début, une fin, mais il y a quand même cette possibilité dans les 2 cas de se déplacer dans l'environnement, ce qu'on n'aura pas ici. Donc. Ici, vous allez voir une capture d'écran, donc un joueur qui a joué, enfin un spectateur joueur qui a fait l'expérience et dont on a enregistré l'image. Je voulais préciser aussi que le son avait été pensé pour ce genre d'expérience. Et là, j'ai extrait une version donc, pour le cinéma. Et en fait, le son est vraiment pas bon. Il n'a pas été mixé pour une salle de cinéma. Et j'avais pas réalisé à quel point ça pouvait saturer. Donc, voilà, je m'excuse de la qualité sonore de ces deux films. C'est quand même, avant tout, je montre ça ce soir pour qu'on fasse une sorte de panorama de tout ce travail et puis que ça soit une sorte de support à la discussion qui va suivre. Voilà, on peut lancer. Merci. Ok. Alors, merci. Donc, juste... Merci d'être resté. Juste des petites précisions sur ce qu'on vient de voir. Donc Héritage, le premier, c'était dans le cadre de la sortie du nouvel épisode de Star Wars, de la nouvelle trilogie, en 2017. Et L'Île des Morts, c'était dans le cadre d'une commande, enfin d'une sorte de collection d'Arte sur des grandes œuvres de l'histoire de la peinture. Donc dans tous les cas, que ce soit dans Hôtel ou dans ces deux films, réalité virtuelle, on est dans une démarche de détournement, enfin de partir d'une sorte de monument de la culture populaire ou de l'histoire de l'art et d'essayer de se le réapproprier, de le détourner, enfin d'en faire son truc. Je dois aussi préciser, si c'était pas clair, que là, c'était de la réalité virtuelle. Donc normalement, on a un casque sur la tête et on tourne autour pour être. Enfin, on est dans le monde en question, quoi. On est immergé dans cet univers, quoi. Donc là, on en a vu juste une espèce de capture à plat, quoi. Donc il n'y a pas toute la dimension de la profondeur, de la 3D, stéréoscopie. J'entends, voilà. Donc voilà. Bon, j'espère que c'était un peu clair. À présent, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de reprendre justement un à un chacun des films que vous venez de voir et de revenir un petit peu sur le contexte de production, de création avec vous. Mais peut-être que certains d'entre vous veulent déjà prendre la parole. Une question urgente, pressante, sur les références à Counter-Strike ou à Star Wars. Non ? Ok, donc on va reprendre avec la série Hôtel. Donc là, comme tu l'as répété et très bien dit, nous avons vu le premier et le dernier épisode de la saison 1, qui date de 2012. On va revenir là-dessus. 2005, tu sors des Arts Déco de Strasbourg. En 2008, tu es au Frénois. Et c'est au Frénois que tu te lances dans l'apprentissage du jeu vidéo et que tu développes un jeu vidéo. Ouais, et justement, on a l'image en question. Au Frénois, pendant la deuxième année, on est invité à utiliser les outils de la création numérique. Et moi, depuis toujours, j'avais envie de faire du jeu vidéo, quoi. C'était un truc qui me plaisait bien. Et surtout du jeu, enfin de la 3D, quoi, de la 3D en temps réel. Donc j'ai profité de ce moment-là, d'avoir un peu une bourse et puis du matériel pour déjà moi me former un petit peu à la 3D et pour bosser avec un studio de jeu et faire Hôtel, la première version, qui était donc une installation qui détournait Counter-Strike.
mais dans lequel le joueur spectateur se retrouvait plongé et sans très bien comprendre quel était son statut. C'était comme une sorte de perturbateur de cet environnement. On sentait que le monde était un peu instable, donc il y avait beaucoup de bugs, des choses qui parasitaient l'univers. On peut peut-être voir cette image et celle d'après, qui sont donc extraites de cette première version. Les bugs qu'on retrouve d'ailleurs dans la série, dans certains épisodes, je pense qu'on en reparlera. Dans Hotel, même la série, c'était la question du bug, ou plutôt de la déstructuration du monde sous cette forme, est assez présente, parce que je partais des caractéristiques propres à l'univers en question, et l'univers était hébergé sur un disque dur. C'était un jeu vidéo. Donc la matière première de création de ce monde, c'était du disque dur, des datas et un disque en silicium qui tourne. Donc je me suis inspiré de ça pour raconter la catastrophe qui pouvait intervenir. Enfin, c'est un film catastrophe, qui pouvait intervenir dans ce monde-là. Donc on peut passer donc voilà, ça c'est encore un extrait de cette première œuvre. Et par la suite, donc, dans ce jeu vidéo, en fait, lorsqu'on arrive dans le monde, il était déjà mis sous cloche, ainsi qu'on le voit dans le premier épisode de la série. Dans cette installation, l'idée, c'était d'aller et venir. On était comme ça... on pouvait se balader partout, et on découvrait qu'on pouvait même s'extraire du monde et y revenir sans que ça intervienne, ça interagisse sur ce qui se passait. C'était un peu une sorte de fantôme qui en déambulait. Voilà. Et donc les policiers et les terroristes étaient déjà là, donc ils se retrouvent dans cet hôtel qui ressemble un peu à un Clairefontaine des policiers, je dirais. Ils sont complètement désœuvrés, ils n'ont pas de mission, plus d'ordre, ils se remémorent comme ça avec nostalgie lorsqu'ils étaient au front. Ouais. Ils s'entraînent toujours, mais leur vie n'a plus de sens puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Voilà, ça c'était la situation dans l'état du premier épisode. En fait, ils ne savent pas, ils s'ennuient un peu, mais ils ne sont pas si mal. Ils sont comme dans une petite utopie comme ça, préservée du monde réel. Ils sont pas si mal, Ils sont dans un cadre plutôt sympa. Ouais. Et puis donc, je suis sorti du Fresnoy avec tout ce truc, qui ne racontait pas vraiment d'histoire, qui était plutôt une expérience. Comment on jouait alors, en fait ? Comme un FPS, sauf qu'il n'y a pas d'armes. Enfin, on se déplaçait dans l'environnement. Et il y avait des petites cinématiques où on voyait un peu les discussions des personnages. Et les personnages interagissaient à notre présence, mais plutôt sous un mode... on était comme une sorte d'élément perturbateur, c'est-à-dire qu'ils essayaient de nous éviter, ils se retournaient quand on s'approchait trop. On était plutôt gênants qu'autre chose. On était spectateurs, mais on ne participait pas du tout. En fait. Ouais, c'était un peu une forme de fausse piste, un peu comme aussi... d'autres trucs que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on commence dans un genre, mais qu'est-ce que c'est, il veut faire un fan film sur Star Wars, c'est quoi ce délire, il essaye de se mesurer au mastodonte, il est mal parti, et puis après on dérive vers autre chose, j'aime bien cette idée d'être déstabilisé, d'être dérivé dans l'œuvre, donc là voilà, on commence en se disant mais c'est quoi ce jeu, où est mon flingue, comment je fais pour tirer sur les gens, et puis c'est pas ça. Et puis en fait, il n'y a pas non plus d'histoire, c'est-à-dire qu'on est sur une forme de moment. Voilà. D'ailleurs, ça leur arrive dans la série, où il y a un sniper qui finit par tirer sur un de ses camarades parce qu'il s'ennuie trop, il n'en peut plus. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est donc après cette première expérience, on peut passer à la deuxième série d'images. Donc, on a fait la série Hotel avec Arte. Et là, ce qu'on va voir, c'est quelques images, c'est des extraits du monde virtuel pendant la diffusion de la série. Donc le monde que j'avais fait au Fresnoy continuait à exister sur Internet, et chaque semaine, chaque nouvel épisode en fait, de la diffusion, on avait accès au monde dans son état actuel, et donc on pouvait acter de sa déliquescence progressive, sa destruction en fait, pendant 10 semaines. C'était une sorte de moment un peu... le moment de la diffusion était une sorte
On l'avait conçu comme un temps spécial. 10 épisodes, 10 semaines. Ouais. Et voilà. C'était à cette destruction. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, là, quand il y a une évolution dans ce qui se passe entre eux. Donc ils s'ennuient, d'accord, mais au bout d'un moment, ils commencent à réagir un peu tardivement à ce qu'ils vivent, et notamment à la destruction de leur monde, quoi. Genre à la toute fin de la série. C'est déjà trop tard. Oui, c'est évidemment bien trop tard. Mais l'idée, quand même, dans la série, c'était de me dire on a ces personnages qui sont débiles, mais je commence à m'y attacher. J'ai envie, quand même, de les sauver, au moins certains. Et, parce que vous avez vu, ils sont tous pareils, mais il y en a deux qui vont un peu se sortir du lot, quoi. C'est ceux qu'on voit dans le dernier épisode qui ont la plume de la poule. Bon, tout ça, évidemment, je vous parle d'un truc que vous n'avez pas vu, c'est pas évident. Mais si, on a bien compris qu'il y avait deux protagonistes, puisqu'on les voit dans le Ouais, premier épisode sûr. sur le banc, en train de tisser ce lien particulier. Du terroriste russe qui raconte un petit peu ce qu'il a fait de sa journée, essayer de pêcher alors qu'il n'aime pas le poisson, etc. Et ils échangent comme ça régulièrement des souvenirs, des envies. C'est eux qui invitent cette poule très drôle aussi, qui est en fait la gardienne, on imagine, de cet hôtel, qui elle est traitée de manière graphique totalement différente. Elle est presque justement mal faite, en low poly, toute colorée. Et en fait, c'est elle qui est la conscience et qui est bien plus intelligente, en tout cas dans ses propos. Je ne sais plus où je voulais en venir. Je rebondis sur ce que tu dis sur son aspect esthétique. Ouais. En effet, elle appartient à une version, à une version plus ancienne de la 3D, quoi. Elle est faite de, évidemment, depuis 2000, j'ai commencé ça en 2008. En 12 ans, le photoréalisme ou le réalisme dans les jeux vidéo s'est développé, etc. Mais à l'époque, l'idée, c'était quand même de confronter deux esthétiques. Une esthétique qui ressemblait un petit peu à ce qui se faisait à ce moment-là, quoi. Donc dans le jeu Counter-Strike, qui était le jeu de référence. Et puis la poule, qui était dans un matériau qui se référait à l'archéologie de la 3D, quoi. Vraiment au début. Voilà. T'as pris une théière, t'as pris une poule. J'ai pas pris une théière, mais elle ressemble un peu à une théière, en fait. Oui, mais on parlait de ces personnages dont on découvre en fait finalement qu'ils sont des clones à la fin, qu'ils ont le même visage, les mêmes souvenirs, justement. Il y a aussi ces références-là à énormément de films de science-fiction où les androïdes ou les clones, en fait, dans lesquels on a incorporé des souvenirs identiques, et donc c'est la même chose chez ces policiers qui se rendent compte ça, tout d'un coup c'est pendant ont... le film, c'est-à-dire qu'ils réalisent disons qu'on creuse un peu cette veine, c'est-à-dire que physiquement ils se ressemblent tous, mais en plus ils réalisent qu'ils ont les mêmes souvenirs, tout ça. Mais à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils acceptent ça et ils enlèvent leur casque, et à la toute fin, on voit vraiment leur visage. Et l'idée, c'était de se dire, ouais, ils sont pareils. Non, ils n'ont pas des têtes spéciales, ils ont les têtes auxquelles on peut s'attendre, c'est-à-dire des têtes un peu moches, de 3D, un peu mal foutues. Mais c'est juste ce geste que je trouvais que c'était beau de finir là-dessus. Et j'avais envie, alors qu'on est dans un truc catastrophe, machin, de leur donner un peu d'émotion, de sincérité, quand on finit sur une note un peu belle avec eux, quoi. Du découvrement, et aussi de la musique classique qui arrive comme ça, où ils sont dans cette contemplation de ce monde, et des ruines qu'ils sont en train d'observer, qui font comme une constellation autour d'eux, en fait. Ouais, voilà. Mais on rit beaucoup aussi, c'est pas juste la catastrophe. Enfin, moi, je sais pas vous si ça vous fait marrer, mais moi, je ris sans cesse de ce monde un peu absurde et des pensées très poétiques, justement, de tes personnages, leurs cabrioles aussi, qui peuvent s'apparenter et à des bugs ou à des mouvements qu'on voit pas forcément dans les jeux. Enfin, même si le travail de l'animation, il est intéressant, parce que lorsqu'on veut reproduire ou singer un peu le mouvement des jeux vidéo, on se rend bien compte que dans le jeu, on s'ennuie pas, normalement, ou en tout cas, ton personnage, il n'est pas censé réfléchir ni s'ennuyer. Donc, c'est pour ça qu'il est tout le temps dans ce petit contrebalancement là. Et puis, on n'a pas les mêmes articulations, donc on ne peut jamais faire des mouvements bien naturels. Et là, tu joues là-dessus dans tes animations. Ouais. Et moi, ça me fait rire. Et à chaque fois, je suis même dans de la bande dessinée, tu vois, du Fab Caro et ses pirouettes arrière quand il veut s'évader et s'échapper du centre commercial, ou alors de ce CRS dépressif qui serait parti à Notre-Dame-des-Landes pour dégager tout le monde, mais qui serait là en train de se dire mais qu'est-ce que je fais ? Tu vois, c'est un peu ça. Enfin, c'est absurde, mais il y a beaucoup de poésie. Sur l'animation, l'idée, c'était de mélanger, de forcer un petit peu deux registres très différents.
Il y a donc cette animation typique du jeu vidéo, assez, faite à partir de banques, de librairies, quoi, de mouvements qui sont standardisés, quoi. Donc les sauts, les courses. C'était pas Mixamo encore, je sais pas ce que c'est. Non, c'était pas Mixamo, mais bon, Mixamo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet justement d'utiliser toute une série de mouvements stéréotypés. Et voilà. Bon. Ça peut faire gagner du temps Ouais. en production, mais on se retrouve face aux mêmes mouvements répétitifs. Et donc, si tout le monde se met à appliquer et à utiliser ces mêmes modèles, on va être d'autant plus dans cette reproduction-là. Ouais. Et là, l'idée, c'était de le faire vraiment. Enfin, je veux dire, ça fait de l'assumer, de jouer avec ça. Donc, il y a ce registre de mouvements, et puis il y a des mouvements beaucoup plus humains, beaucoup plus parfois élaborés, voilà, à certains moments, quoi. C'est ces deux catégories qui m'intéressaient de mélanger. Et comment est-ce que tu as défini tes mouvements? Je ne sais pas si tu voulais parler de ça, mais c'est toi aussi qui dirige toute l'animation. Et est-ce que c'est à force d'étudier et de jouer, parce que tu joues aussi, Ouais. tu t'es toi-même inventorié comme ça des mouvements qui t'interpellaient et sur lesquels que tu voulais triturer, de la même manière que tu vas triturer la matière? Alors oui, je joue, et il faut bien le dire, tout ça part d'une sorte de culpabilité de passer des heures devant Counter-Strike. Mais c'est de la recherche, donc. C'est exactement ce que je dis tout le temps, c'est de la recherche et de développement. Oui. Counter-Strike et les Sims. Et quand j'étais étudiant, plus jeune, quoi. Donc c'est ça qui m'a pas mal nourri pour Hotel. Et donc après dans le travail, ça va être comment c'est de la mise en scène au moment, selon le plan, quoi. Il y a des choses que j'ai anticipées et que je fais en motion capture. D'accord. Sur les moments, par exemple, l'espèce d'homme debout là, dans le hôtel de The Box. Ça, c'est de la mocap. De la mocap, parce que je voulais vraiment qu'il ait un style, une manière de se déplacer très différent des autres. Donc, on a fait de la mocap et on a gardé un petit peu tous les tous les bruits, artefacts, tout ce qui pourrait venir déranger, en fait. Exactement, ce que normalement on lisse dans la mocap, c'est-à-dire quand les bones font comme ça, quand ça passe à travers le sol, tout ça on l'a gardé. C'est pas de la flemme, un peu quand même, mais c'est plus facile, ça va beaucoup plus vite comme ça. Les beaux hasards de la recherche. Ouais, et ça donne quelque chose d'intéressant qu'on ne contrôle pas forcément. Parce que moi je ne suis pas complètement, je me reconnais pas complètement dans l'animation, parce que y a quelque chose qui m'ennuie dans le fait dans la perfection, quoi, dans le fait de faire quelque chose, et puis aussi dans le travail, mais je peux pas, j'ai pas cette patience, j'ai pas cette méticulosité d'aller dans le mouvement parfait, de la composition. Mais quand tu dis ça, tu as un type d'animation en tête. Alors justement, ce que je trouve intéressant avec ton travail, c'est de montrer à quel point il y a différents types d'animation, même numériques, et ça c'est intéressant, qu'on ne soit pas toujours dans les mêmes modèles et les mêmes canevas. Oui, en gros, il y a 3 registres. Il y a la mocap, donc, dont je parlais, la motion capture, donc, qui est fidèlement la représentation, la reproduction d'un mouvement humain, et c'est très utilisé dans le jeu vidéo. Il y a la banque d'animes, donc qui sont des animes préfaites et qui vont des marches, des courses, des trucs qui sont souvent faites en mocap aussi, qui sont mais elles sont faites souvent en mocap, mais leur spécificité c'est de se répéter, de voir le même mouvement sur plusieurs personnages, ou un personnage qui va reproduire le même mouvement. Donc il y a quelque chose de robotique, d'un peu perturbant quand on mélange tout ça. Et puis le troisième, c'est plutôt hérité de l'animation, du film d'animation, qui est l'animation frame, image par image, pas image par image, mais à la main, quoi, on va dire, sur un logiciel qui est plus de l'animation de Pixar ou de ce genre de film. Voilà, ces 3. Donc pour terminer sur Hotel, on vous a dit, mais ça c'était important, que ça a commencé par être un jeu vidéo, ensuite la série, mais qu'il y avait aussi un site internet qui accompagnait la diffusion de la série. Je voulais, avant qu'on échange et tout, je voulais faire quand même raconter toute l'histoire du truc, parce que ça ne se limitait pas à la série, mais il y avait sa diffusion qui était importante. Donc après ce moment de la diffusion, où, comme je vous disais, on avait sur le site d'Arte accès au monde d'Hotel et à l'épisode en cours, le monde, donc on voyait bien qu'il se détruisait progressivement. Donc, après la diffusion, le monde était détruit. Et la manière de retrouver Hotel, c'était de se connecter à une espèce
cosmos dans lequel le void, là, le void, c'est le vide, c'est-à-dire la matrice, le noir, là, c'est quand on commence dans un logiciel de 3D et qu'on fait un rendu et qu'il n'y a rien, ben voilà, c'est ça. Donc ils se retrouvaient là-dedans. Tous les épisodes étaient hébergés sur des petits îlots. Donc ça, c'était le jour 1 après la diffusion. Et l'internaute se connectait à cette plateforme et naviguait comme ça en vue subjective et allait retrouver sur chaque îlot l'accès à l'épisode et l'accès au monde tel qu'il était, mais il y avait une sorte de travail un petit peu de recherche voilà, en fait, c'était un jeu, quoi. C'était, finalement, dans toute l'expérience hôtel, c'était le vrai moment où il y avait du jeu. C'est ce qui permettait l'interactivité. Voilà. Et aux spectateurs, joueurs, enfin en tout cas de s'impliquer et de proposer des éléments qu'ils pouvaient intégrer au monde. Ouais, il y avait 2 jeux en fait. Il y avait un jeu de recherche pour trouver les archives et un jeu de participation. C'était où on pouvait soi-même faire un glisser-déposer de tout le bordel qu'on a sur son bureau, fichiers, musique, son, vidéo et tout. Et ces fichiers étaient embarqués sur des modélisations de l'hôtel. Donc, je sais pas, on se retrouvait avec un tableau, avec un... Je sais pas, en fait, j'ai pas d'image de ça, désolé. Avec un fichier son, on pouvait écouter un extrait de ce que les gens avaient mis, quoi. Ouais, si, voilà. Et donc là, il y avait un jeu un peu participatif. Et on pouvait aussi faire du copier-coller de tout ce qui existait dans cet environnement. Donc très vite, ça a été le gros bordel. Enfin, tout le monde s'est mis au début, ça a assez bien marché. Les gens, mais après, c'était tellement le bordel dans cet environnement qu'on s'y retrouvait plus du tout. Mais il y avait un truc qui faisait que on gagnait de la place, c'est qu'il y avait aussi un mouvement d'expansion qui faisait que ces petits îlots dérivaient chacun dans une direction différente et devenaient les éléments les plus lointains finalement d'un nouveau monde qui allait dériver sans cesse. Et l'idée, c'était que ça continue à jamais et que quand on se connecte au site de Hôtel, 100 ans plus tard, qu'on remonte le temps en allant chercher les archives du projet, quoi. Et que sur notre chemin, on retrouve tout ce que les gens, tous les traces qu'ils auraient laissées à leur tour. Voilà. Cette question du vestige et de l'archive, c'était incarné à la fin dans cette espèce de jeu. Puisque c'est comme ça que se termine la saison, le spectacle. Ouais, exactement. Face à ces vestiges-là. Je déteste dire ça, mais avez-vous des questions? Est-ce que je balance un micro? Faut pas hésiter, hein. Vous nous coupez en même temps pour participer. Je sais bien que la salle de cinéma frontale, ça favorise pas ça, mais vraiment, allons-y. Est-ce que tu veux dire un mot sur The Box, donc saut dans le temps, premier épisode de la saison 2 qui ne sortira pas en entier, ouais, ou en tout cas pas tout de suite. Ouais, pour l'instant, Ah, on a une question. Ah oui. Attends, je vais... Tiens, c'est celui-là qui va pas de... Non, on vient, comme ça tout le monde va comprendre. Merci de poser une question. Moi, je voulais juste savoir, par rapport donc, au jeu dont tu t'es inspiré, techniquement, du coup, tu reprends des personnages qui existent déjà, ce que je vois pas, enfin, je saurais pas dire si c'est exactement, enfin, je veux dire, tu as repris physiquement exactement les mêmes personnages? Non, c'est de la référence, on va dire que c'est de la citation explicite, mais pour des histoires de droits d'auteur, je pouvais pas prendre les modèles originaux de Counter-Strike et des Sims. D'accord, donc tu as refait à la manière... Voilà. D'accord. J'ai refait... C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. On aurait dû préciser ça. Il a tout refait et réalisé à nouveau. Donc, modélisation de personnages, de décors, textures, animation. Sur Hôtel, on a refait à la main, ouais. Mais sur Hôtel The Box, on a justement utilisé et Mixamo et un autre logiciel qui est connecté à Mixamo. Mixamo, c'est pour l'animation. Et il y a un autre truc qui permet de générer des personnages en 2 clics, quoi. Très rapidement. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'ils ressemblent à des poupées Barbie. Exactement. J'aimais bien ce côté artificiel, en fait, oui. de leur tête, c'est comme dans les Sims, c'est-à-dire que dans les Sims, il y a vraiment cet outil de fabrication de son personnage, et c'est un peu ça qu'on a utilisé, c'est le même type d'outil. Qui vont s'exprimer par émoticône.
Voilà, par émoticône et dans un langage inventé, Ouais. ce qui dans les Sims Très s'appelle le juste Simlish. Mm. Et en fait, le mouvement de la première saison, qui était un peu l'émergence d'une personnalité, d'une conscience dans ces personnages, là ce mouvement est condensé dans le premier épisode de The Box. C'est-à-dire qu'à la fin du premier épisode, ils ont chacun leur personnalité. Et dans la suite de la série, qu'on va faire, j'espère, très bientôt, ou jamais, et ben dans la suite de la série, c'est comment ils s'en sortent, quoi, ces personnages, et comment il va se passer d'autres choses propres aux Sims aussi. D'accord. Oui, parce que justement, ce premier épisode, finalement, commence déjà par la destruction. En tout cas, il y a cette menace qui gronde. On ne sait pas trop d'où elle vient, jusqu'à ce qu'on comprenne que explosion, nucléaire ou autre, Blatz, qui va jusqu'au glitch, là. Donc, en fait, ce n'est pas une déconstruction du monde, mais c'est un glitch qui, finalement, arrive... Moi, j'ai vu ça, mais je ne sais pas... à presque apporter une 4e, 5e dimension au monde, puisqu'à la fin, on voit qu'en fait... C'est un cube. C'est un cube. Donc, on est un peu dans du Nolan, là, tout d'un coup, Inception ou quoi, ou en tout cas, tu apportes de la dimension. Et puis, c'est ce qui leur permet d'avoir conscience d'eux-mêmes. Voilà. En fait, il y a cette espèce d'énorme bug qui va comme les rebooter ou leur changer quelque chose dans la tête. Et en même temps, leur monde se retrouve dans une boîte. C'est-à-dire leur map, en fait, qui se trouve répliquée sous la forme d'une boîte. Et le processus catastrophique de cette saison, qui était un délitement dans la première saison, là, c'est une compression, en fait. Le monde va se réduire et va se comprimer en un seul point à la fin. Et puis cette fin du monde est plus ou moins positive de ce qu'on en voit, même si née d'une catastrophe. Positive. Et oui. Non, la conscience. Enfin, tout dépend de ce qu'on. En effet, parfois le savoir. Mais vaut-il mieux pas être complètement débile pour être heureux? Ouais. Une blague. Non. Quelle heure est-il? On a encore un peu de temps. On parle d'héritage. Héritage qui date de 2018. 2017. 2017, pardon. Alors, excuse-moi. Donc, on comprend qu'on a cet explorateur au nom insolite aussi de Jean Jones, qui est un mélange entre, je sais pas... Entre Jean-Claude et Indiana Jones. Voilà, c'est ça. Hein. Et il est envoyé sur Terre. Cette Terre, elle est devenue invivable. On comprend que l'humanité l'a quittée, bien après nous, quand on voit les vestiges, justement, et ces grandes structures qui restent, que l'accès à la Terre est contrôlé. Et puis, il est envoyé là-bas par deux commanditaires. Ouais. Alors déjà, je me réexcuse pour la qualité du son, surtout les dialogues. On a mis un effet de radio, et là, avec ma sortie un peu nulle, pourrie là, que j'ai fait... on a une question là-bas. Peut-être que pendant que je parle de ça, on peut amener le micro. Ouais. C'est pas évident de refaire une capture, en fait. C'est pour te défendre un peu quand même, tu vois. Parce qu'il y a des sources différentes, là, sonores. Et quand on est sur casque, je ne sais pas si tu avais spatialisé ou pas. Oui, c'est spatialisé. Donc, entre ce qui se passe pour le joueur, le son, l'interface graphique du vaisseau, il y a tellement de sources sonores. Comment veux-tu t'en sortir ? Exactement, le mixage est fait pour, à chaque fois, avoir une source. Et là, toutes ces sources passent en même temps dans le même canal, donc tout sature, quoi. Oui. Et ça, je n'avais pas trop anticipé, parce que sur mes petites enceintes, ça passe, mais dans une salle de cinéma, c'est beaucoup plus difficile. Mais je répète qu'on est très content, en tout cas, de voir, revoir ou découvrir ton travail sur grand écran. Merci. C'est une chance de pouvoir... Non, mais c'est vrai. Alors, on a une question. D'ailleurs, en parlant de voix, on est d'accord au début, il y avait la voix de Bob l'éponge. Dans le truc de Counter-Strike, il y avait Sébastien Desjours, j'ai vu. Donc vous avez pris quelques comédiens de doublage. Oui, il y a plein de références. Exactement. Bravo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, si j'ai l'impression que vous le connaissez, est-ce que vous pouvez nous dire comment, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Bob l'éponge, il a fait Knuckles dans Sonic, il a fait pas mal de choses. Vous pouvez l'entendre dans pas mal de séries. Sébastien Desjours, vous tapez, vous trouverez. Il a fait Assassin's Creed aussi, Syndicate... notamment. Non, par rapport à ça, je voulais savoir, du coup, vous avez eu un financement de la part d'Arte, en fait, pour faire tout ça. Et donc, il y a ça que je voulais poser. Et ensuite, j'ai pas trop compris l'intérêt des deux autres films, en fait. Enfin, les voir comme ça, sans être avec le casque, j'ai trouvé ça... Je me suis embêté, je vous dis la vérité. La réalité virtuelle ? Ouais, carrément. Du coup, j'ai trouvé ça inintéressant.
pour l'ennui provoqué. Mais c'était plutôt l'idée, c'était d'avoir un support à la discussion aussi pour en parler, quoi. C'est sûr que dans ces conditions, c'est difficile de les apprécier. Pour revenir sur les questions, remarques, Sébastien Desjours, moi je l'avais connu dans un jeu vidéo qui s'appelle Dragon Age. Et il fait beaucoup de doublage et je voulais justement une voix qui soit référencée comme une voix assez connotée, quoi, doublage et animation, enfin culture populaire, on va dire. Et par rapport au financement, alors on était dans une époque un peu particulière, je dirais même bénie, où on pouvait faire ce genre de choses avec une télé. Je ne sais pas si c'est encore possible. Enfin, en tout cas, pour la saison 2, ça n'a pas été. Et là, à ce moment-là, l'idée d'Arte, c'était de proposer quelque chose de... pas simplement une web-série, mais un truc interactif, un truc un peu expérimental. Enfin, il y avait cette logique de laboratoire. Donc moi, j'avais fait les 3 premiers épisodes, et donc le monde virtuel du début, et je leur ai montré ça, et donc ils ont financé les 7 autres épisodes et toute l'expérience web. Voilà. Arte et le CNC. D'accord, ouais, parce qu'effectivement maintenant on voit beaucoup de trucs comme ça sur YouTube, des gens qui font des trucs comme ça avec Halo, j'ai vu, il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que... Pardon ? Il faut articuler, s'il vous plaît. Ouais, désolé, avec le masque, c'est pas évident. Avec quoi, vous avez dit, on voit beaucoup de choses. Je disais maintenant sur YouTube, on voit beaucoup de trucs comme ça. Il y en a qui font ça avec le multijoueur d'Halo, des choses comme ça. Ah oui. Des Alors, trucs comme tu ça. vois, finalement, on revient sur les détournements de jeux vidéo. Oui. Ouais, tout à fait, c'est ça. En plus, il y a des modes cinéma dans les jeux directement intégrés. Bien que, du coup, si c'est passé à la télé, effectivement, comme vous dites, c'est une époque bénie maintenant. On voit plus du tout ça. Ça datait de quand exactement, la diffusion ? Alors, il y a eu 2 versions. Il y a eu la version web qui était sortie en 2012 et une version télé en 2013. D'accord. Mais votre question, elle est intéressante pour ça. Producteur, financement, il y a plein d'autres choses au générique à observer. Qui a produit ? Alors, tu travailles souvent avec l'Ardux Film, et c'est quand même... c'est une institution aussi, et c'est intéressant de parler de l'Ardux et de voir aussi tout le catalogue qu'ils ont chez eux. Tu as pu travailler ou être diffusé avec Autour de minuit. Autour de minuit, c'est aussi un acteur important dans le cinéma d'animation, d'auteurs, et qui présente d'ailleurs des esthétiques assez différentes. Je crois qu'ils avaient 5 ou 6 films là, cette année à Annecy, et donc... on pouvait avoir de la marionnette, de la stop motion, de la 3D. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi très tôt, chez Autour de minuit, soutenu l'animation en images de synthèse. D'ailleurs, ton premier plan de box, il me faisait penser aussi au Logorama. Enfin, forcément, cette ville comme ça qui monte. Une deuxième question. Oui, c'est bien. En fait, j'avais juste une... Pour l'île des morts, ça faisait partie d'une série, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres films qui ont intégré une œuvre. Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai pas bien compris. Ouais, c'est ça. C'était des expériences en réalité virtuelle, on va dire. Parce je peux ouais, bien sûr. juste parce que pour ceux qui connaissent moins bien que vous toute la filmographie, donc là, on parle du dernier projet qu'on a vu, l'île des morts, qui date de janvier 2020. Non, 2018. 2018 ? Pourquoi j'ai mis... Bon, voilà, je suis une mauvaise dans les dates. Et donc, c'est Arte Trips qui propose une rencontre avec une œuvre, en effet, picturale, mais grâce à la VR et donc à une vision 360. Voilà, oui. C'était une collection d'Arte qu'ils avaient déjà initiée sur 2-3 tableaux. Et là, ils ont voulu faire une douzaine d'expériences en tout. Et ils ont fait un appel à projet, donc avec une productrice, on a répondu, on a proposé ça a été accepté, et banco, quoi, on l'a fait assez rapidement. C'est toi qui as choisi la toile. Ouais. Daniel Böcklin, qui est assez peu connu quand même. C'était peut-être la moins connue des œuvres, parce qu'en effet, il prenait quand même des classiques de l'histoire de l'art. Mais en fait, elle a été... Böcklin n'est pas très connu, mais cette œuvre a été très populaire à l'époque. Il y en avait des reproductions dans les salons bourgeois, des cartes postales. C'était un must, quoi, un hit. Et elle a été très reprise aussi, très référencée. Enfin, elle était une des références pour plein d'autres artistes, d'autres peintres, Dali, Chirico...
Et des cinéastes, il y a Scorsese qui la cite dans Shutter Island, il y a Ridley Scott dans un Prometheus ou un autre de cette série. Voilà. Donc elle a une vrai impact dans l'histoire de l'art. Et dans ton film, tu nous racontes donc cette histoire, enfin tu commentes cette œuvre qui représente le dernier voyage, comme on le relate, en tout cas que la mythologie grecque le relate. Ouais. Charon qui prend place à bord de cette barque. C'était... oui, mais c'était aussi l'idée, c'était de faire vivre une expérience de ce moment-là. C'était vraiment l'enjeu de la mise en scène. Voilà. Oui, ta mise en scène qui nous montre finalement plus ce chemin, ouais. et qui n'est pas ce chemin-là qu'on voit tout à fait dans le tableau, mais le chemin qui amène le défunt jusqu'à cette île, et on ne va pas voir ce qui se passe après et ce qui se passe sur cette île. Donc finalement, tu ne donnes pas cette réponse de l'après. Bon, on ne veut pas cette réponse. Non, c'est un peu dur. Que se passe-t-il de l'autre côté du Styx ? Enfin, moi je sais, mais... Mais c'est vrai que ça nous rappelle plein de toiles et de travaux plasticiens. Enfin, de toute façon, la mort reliée à l'eau, ça c'est une thématique qui revient énormément. Je pense beaucoup à Ophélie aussi quand je vois ça, chantant et se noyant en même temps. Surtout dans le romantisme, que ce soit anglais, allemand. Oui. Mais je veux bien réagir à la question du jeune homme qui posait la question de l'intérêt de voir des films... Enfin, en tout cas, des films qui sont pensés pour la réalité virtuelle sur un grand écran. Déjà, vu les conditions actuelles, on ne peut pas se permettre de faire un visionnage sous casque. Parce que même s'il y a des protèges, etc., casque, on passerait 3 heures à regarder ça. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. J'ai perdu mon fil. Si. Mais en fait, c'est aussi l'occasion de montrer justement l'animation, jusqu'où ça peut aller et de quelle manière ça peut être diffusé. Et puisqu'on parlait de jeux vidéo, les casques, c'est intéressant aussi de voir comment les artistes peuvent s'en emparer pour écrire et pour réaliser des films, en fait. Et c'est une catégorie qui est de plus en plus visible dans les festivals, pas juste d'animation, mais festivals de cinéma, puisque là, d'ailleurs, tu as reçu un prix à la Mostra de Venise. Et pareil, à Tribeca, donc tous les grands festivals de cinéma au monde ont intégré une catégorie cinéma de réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça change en termes d'écriture, d'ailleurs ? Parce que toi, tu travailles aussi beaucoup la prise de vue réelle. Ouais. Ce que ça change, en tout cas, je ne sais pas, enfin, je vais répondre en 2 temps sur l'écriture. D'abord, ce que ça change dans moi, mon envie de le faire, c'est que ce soit dans le jeu vidéo, mais moi, ma façon de faire du jeu vidéo, c'est tout le temps de la 3D temps réel avec un déplacement à la première personne, c'est-à-dire du FPS ou du walking simulator, ce genre de choses. Que ce soit dans ça ou dans la réalité virtuelle, j'ai un truc que j'ai pas dans le cinéma, c'est-à-dire un rapport physique au monde. Et ça, c'est assez intéressant à mettre en scène. Alors que tu l'as créé, ce monde, finalement. Oui, non, mais j'entends un rapport physique à des objets, à quelque chose qui est plus proche, finalement, qui est plus héritier d'une scénographie ou d'une installation ou de la sculpture, plutôt qu'à quelque chose qui vient du cinéma, avec sa linéarité et tout. Et c'est ça qui m'a aussi intéressé dans ces médiums, c'est ce rapport physique, cette déambulation, la possibilité d'être à l'intérieur, donc l'immersion et la puissance de l'immersion que ça sous-entend, de se cogner aux objets. Peut-être aussi pour ça que tu les éclates aussi sans cesse. D'autant plus nous montrer qu'en fait, c'est hyper grisant de jouer avec la physique, avec ce genre de choses, c'est super. C'est ce que je n'ai pas pas autant dans le cinéma. Après, qui dit ce déplacement et cette perte de contrôle pour le cinéaste du regard et du déplacement du joueur, on perd aussi quelque chose dans la mise en scène, dans le découpage, dans le montage. Dans le cadre. Voilà. Donc c'est vraiment des trucs de médiums qui ont leur spécificité, qui sont intéressants pour leur spécificité justement. Et au niveau de l'écriture, ça change moins parce que j'ai une conception assez linéaire aussi dans mes projets, soit jeux vidéo, soit réalité virtuelle. Il y a plusieurs écoles, on va dire, dans le jeu vidéo. Il y a une école qui est plus portée sur le game design et sur inventer des règles, inventer un jeu, être à fond sur le jeu. Et puis moi, je suis plutôt dans vivre une expérience et une histoire avec ce moyen, ce médium-là, mais sans forcément proposer des fins différentes, sans proposer... Enfin voilà, j'ai envie
de maîtriser la fin de l'œuvre, du film, enfin de la narration, et de maîtriser cette chose-là, un peu comme dans le cinéma, quoi. Voilà, je sais pas si on a... Je te remercie, non, c'est bien. Je sais pas si on peut insister, si tu pourras répondre à ça. C'est-à-dire que je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant d'avoir un réalisateur qui va utiliser tous ces médiums en fonction de ce qu'il a envie de dire et de raconter. Mais je sais pas si tu arrives à donner des exemples pour nous montrer pour quel projet tu vas aller vers le jeu vidéo. Pour la réalité virtuelle, je vois un peu plus, mais tu vois, à quel moment tu vas choisir le live, à quel moment tu vas choisir... En fait, c'est pas tellement en fonction du projet, c'est plutôt en fonction du moment dans ma vie. D'accord. Souvent, après avoir passé, je sais pas, je reprends depuis 2008, on va dire que j'ai commencé Hôtel, ça fait 12 ans. J'ai passé quand même sur Hôtel 4 ans, quoi. 2008 jusqu'à 2012. C'était pas 4 ans à plein temps, quoi, mais bon, il y a une autre question. Donc, pendant que le micro arrive, je finisse de répondre. Donc j'ai passé du temps vraiment sur l'ordi, quoi. J'ai avec les yeux super injectés de sang, qui gonflaient et tout. Et j'avais vraiment besoin de sortir de l'ordinateur et d'aller dans le monde. Et donc j'ai fait un film à ce moment-là avec un cheval que en extérieur à la campagne. Un cheval sans nom. Un cheval sans nom, voilà. Et donc ça s'est souvent passé comme ça, quoi, des va-et-vient entre ces deux médiums. Donc c'est une façon de répondre. On pourrait développer. Mais... D'accord, merci. Autre question. Du coup, c'est une évolution pour le cinéma, mais ce ne serait pas une régression pour le jeu vidéo, dans le sens où l'intérêt du jeu vidéo, qui est une succession du cinéma, c'est d'être acteur et pas juste spectateur, finalement. Je ne sais pas si c'est le seul intérêt. Moi, ça l'est pas forcément. C'est-à-dire, quand je joue à un jeu vidéo, j'aime aussi qu'on me propose, je pense à Firewatch par exemple. C'est un jeu qui est ultra linéaire, qui me propose une histoire, qui me propose des personnages, et c'est très dirigiste. En fait, j'ai un monde, mais je peux pas. Le jeu est séquencé en jours, avec comme une sorte de calendrier, et je vais suivre les actions qui se passent chaque jour, mais il n'y a pas 10 000 choses à faire. Et moi, en tant que joueur, ça me va, ça. Donc, parler de régression, c'est avoir un jugement sur aussi ce que veut le joueur et ce que doit être l'innovation. Je suis pas trop pour l'innovation, par exemple. C'est un truc qui m'intéresse pas. C'est-à-dire que moi, j'utilise des choses qui ont fait leurs preuves. Et je me sens pas game designer, c'est-à-dire dans le sens où inventer une nouvelle façon de jouer, etc. Même si, en fait, dans le game design, on utilise aussi beaucoup de choses qui ont fait leurs preuves dans le jeu de plateau, dans le jeu d'une manière générale. Donc, en fait, je ne mettrais pas de hiérarchie et de progression, c'est-à-dire entre le cinéma et le jeu, ou comme le jeu devrait être une sorte d'évolution du cinéma. Mais je pense qu'il y a des pôles. On est plus vers le jeu, vers l'interactivité, on est plus vers la linéarité, et tout ça est intéressant selon ce qu'on cherche. Voilà. Il faut qu'on rende la salle. Merci beaucoup de votre participation, non? Ou merci. Pas encore une nous. Merci vraiment d'être là, d'avoir été là, pour vos questions. Que dire en mot de la fin? Merci Benjamin. En effet, c'est des mondes qui se délitent et peut-être qu'on est sur une problématique de fin du monde, mais comme je te le disais, moi je trouve beaucoup de drôlerie dans ces absurdités que tu proposes avec toutes ces références justement. Et puis, pour moi, est-ce que cette poésie-là, serait pas un remède à la mélancolie? Je pense que oui. Donc, non, je suis pas super déprimé. T'es pas déprimé, toi? Dans le sens où moi, je trouve que t'es drôle. Non, c'est la fin d'un monde, il y en a un autre qui vient après, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est